Bonjour et bienvenue dans Kick Parade, c'est la 3e saison de Kick Parade. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait J'espère que longtemps. vous avez passé un bel été. Eh oui, on a fait une grosse pause d'un mois parce qu'il n'y avait pas grand chose qui sortait au mois d'août. Autant au mois de juillet, on a été étonnés parce qu'il y avait beaucoup de choses. Autant au mois d'août, je pense qu'on a eu raison d'arrêter parce que c'était pas super intéressant. Et du coup, pour cette année, la nouveauté, c'est que désormais Kick Parade sera en ligne le samedi. Pour des raisons personnelles d'organisation, on ne peut plus faire pour le vendredi soir, donc ça sera pour le samedi soir. Et puis on a échangé notre place avec Marvelous Marvel Champions de notre ami Lilian qui postera le vendredi soir. Et donc Kick Parade, ça sera le samedi soir. Donc vous profiterez des nouveautés des sites participatifs le week-end. Eh bien écoute, t'es pas trop rouillé, ça va? Non, ça devrait aller, j'ai bu beaucoup d'huile avant de commencer, histoire Eh bien je te d'être en propose forme, mais on va commencer tranquillement. qu'on commence. Une Ouais, bonne tout à session. fait. 10e position, c'est GameFound qui ouvre le bal de cette rentrée avec Robomon, mais il y a un ex-aequo. Il y a un ex-aequo parce que c'est à un contributeur près. Donc le premier c'est Robomon sur GameFound, qui est un jeu un peu ambiance jeu vidéo 16 bits, plus que 8 bits. Hein, non, même 32, ça se trouve, je ne sais pas. Oui, très inspiré de Pokémon hein, Oui, sur alors la c'est ce que j'allais mécanique. dire. C'est en fait tu collectes des petits robots et la guerre avec, c'est un peu narratif il me semble. Oui, parce qu'il y a tout un livret d'aventure. Alors, bon, on prévient tout de suite ceux qui sont hermétiques à l'idée de toucher au matériel, etc. Il va y avoir un petit peu comme ça d'allitération du matériel. Ah ouais, Après, c'est un peu c'est que Legacy. voilà. Mais après, c'est que du matériel qui est voué à. En fait, c'est sa feuille de personnage, en fait. C'est juste qu'à la place. Habituellement, on note avec un crayon à papier ou avec un stylo, etc. Mais ces fiches-là, de manière générale, elles s'utilisent pas. Sauf que là, en plus, il y a un petit système d'autocollant, ce qui fait que des feuilles de personnages un peu plus stylisées, avec la possibilité évidemment de refresh, de recommencer une partie, etc., etc. Donc, c'est de la littération, mais en fait, plus au niveau de la fiche de personnage. Et voilà, vous allez progresser. Donc, le livret d'aventure est plutôt bien fichu parce que il y a d'un côté un côté narratif avec des formes un peu BD, du texte un peu narratif, et puis des petits plateaux sur lesquels vous allez pouvoir avancer. Vous allez, comme dans son homologue vidéoludique, récupérer des créatures que vous allez pouvoir entraîner, qui vont pouvoir progresser et aller affronter les différents dangers que les scénarios vous proposeront. Ah oui. Ce qui est plutôt pas mal. Moi, je déplore d'ailleurs le fait que l'univers de Pokémon ne se soit toujours pas emparé du jeu de plateau, parce que C'est je ce que rêve. j'allais dire, hein. C'est Ouais. étonnant. Hein. Ouais, il y en a, mais c'est vraiment des jeux. Oui, pour enfants, c'est le Pour enfants, Monopoly, le machin, Voilà, enfin c'est des du trucs comme custom. ça. Mais moi, je rêve d'un Wingspan version Pokémon, tu vois. Ah ouais. Avec un système, Ouais. t'élèves des œufs, tu les fais progresser, et puis ensuite à la fin tu fais ta collection de Pokémon avec différents points de Ah victoire, ouais. etc. Je Tu trouve peux que faire ça s'y plein de prête trucs, hein. Tu peux complètement. faire un Mais gros bien jeu sûr. narratif aussi. Tu vois, il y a plein de trucs à faire avec Pokémon. Mais donc là, bah écoute, puisque Pokémon n'y va pas, bah il y en a qui prennent la place hein, finalement. Donc c'est un peu Oui, le cas mais c'est de ce jeu. Mais c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça permet peut-être à d'autres univers de se faire connaître, de prendre un peu la main là-dessus. Et là, je trouve que on peut être fan ou pas du design, je trouve que la proposition qui est faite avec ce jeu est plutôt intéressante. Ouais. Moi, je suis pas très fan des designs qui font un peu jeux vidéo rétro. Parce que je les ai subis pendant toute mon adolescence. Et c'était pas rigolo finalement. Je pense que ça plaît surtout aux jeunes en disant ah c'était trop cool. Non, c'était pas trop cool, c'était dégueulasse. Donc voilà, mais bon, voilà, bon, c'est un style. Alors, il en est à 163 000 € et 1527 contributeurs. Donc il marche pas mal. Il est en 10e position. Ex-aequo, parce que le prochain jeu en est à 1528 contributeurs. Donc on n'a pas pu choisir. Donc on l'a mis ex-aequo avec Forsaken, qui est sur Kickstarter, lui. Alors qui a rapporté plus de sous parce qu'il coûte plus cher. 224 877 €. Donc comme je l'ai dit, pour 1528 contributeurs à l'heure où nous enregistrons cette émission. Il reste 20 jours. Alors là, c'est pareil. C'est pareil. C'est du jeu aussi narratif, mais c'est du très gros jeu avec beaucoup de cartes, beaucoup de matériel et avec beaucoup, comment on dit, d'organisers de matériel. Et c'est pas un hasard puisque c'est le tout premier jeu créé par Game Trace. Game Trace, c'est une société qui est un sous-traitant en fait des éditeurs de jeux. Vous le voyez souvent sur Kickstarter notamment, qui propose des solutions de rangement pour les jeux, qui est d'ailleurs une très bonne société. Ils font du très bon boulot, à tel point qu'ils sont devenus quasiment un incontournable des gros jeux, on va dire, qui veulent séduire les contributeurs
et proposer des solutions de rangement astucieuses, jolies, solides. Donc voilà, Game Trace, voilà, ils ont pignon sur rue maintenant, et c'est leur première création ludique. Donc Forsaken, c'est un monde un peu de western galactique, dans lequel vous allez choisir un héros, et vous allez dérouler une histoire dans ce monde. Comme d'habitude, avec ce genre, on va dire, il faut de la rejouabilité. Donc eux, ils ont choisi de changer l'histoire selon si tu choisis un héros ou une classe. Tu peux choisir un héros et lui apposer une classe qui change l'histoire. Donc c'est plutôt intéressant. C'était des mécaniques qu'on retrouvait un petit peu dans l'ombre de Kill Force, pour ceux que à qui ça parle, ce système de voilà, tu combines classe et race en fait, Ouais. pour obtenir quelque chose de complètement innovant systématiquement. Donc je trouve que on retrouve un peu cette mécanique là. C'est ça. Donc il y a énormément de cartes. Il n'y a pas du tout d'appli. Hein. Ils l'ont fait à l'ancienne. Alors pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, voire pas du tout, ça va être l'enfer parce que il y a quand même pas mal de texte sur les cartes. Je vois, c'est écrit en petit, mais il y a pas mal de textes, d'atmosphère, de mini-règles. Moi, j'aime beaucoup la direction artistique. Et puis, évidemment, c'est Game Trace, donc ils ne pouvaient pas passer pour des blaireaux au niveau des solutions de rangement pour leur premier jeu. Hein. Donc, c'est un festival de boîtes de rangement, de petits compartiments, de plateaux personnels hyper originaux, hyper bien organisés. Je pense qu'ils s'en servent aussi comme vitrine pour leurs futurs clients en tant que prestataires de services. Et bien sûr, ils pouvaient pas se faire l'économie de faire un truc un peu banal, quoi. Donc, vous avez l'assurance que votre jeu sera très très bien rangé. Après, pour la qualité du jeu en lui-même, faut un peu voir en détail ce qu'il propose. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien l'univers. Hein. J'aime bien cet univers entre Mad Max, Western Spaghetti, science-fiction. C'est un truc. D'ailleurs, on en revient à la théorie qu'on disait, je crois, avant les vacances, que c'est souvent l'univers western qui se prête à ce qu'on appelle des jeux bac à sable, en fait, avec différents objectifs, avec... oui. Voilà. Et du coup, hein, une fois de plus, bon, certes, ça se passe dans l'espace, mais on retrouve un petit peu, voilà, vous allez avoir différents objectifs. Ça reste un jeu compétitif, bien évidemment, parce que les meilleurs gagnent, mais les manières de gagner sont différentes, évidemment. En plus, avec les rejouabilités liées au scénario, plus les affinités de vos personnages, voilà, ça rajoute encore plus de rejouabilité au jeu. Et ça sera une grosse boîte, hein, forcément. 9e position, c'est The Necro Hamster, 52 000 €, 1623 contributeurs. Il reste une toute petite semaine. C'est un jeu de cartes dans lequel vous allez invoquer des monstres, mais pas n'importe quel monstre parce que c'est des monstres un peu choupinous. Enfin, c'est marrant parce que c'est entre le gothique d'horreur et on va dire le look choupinou. Ce qu'on peut surnommer, je crois que le terme technique c'est choupi dégueu. Choupi dégueu, voilà, c'est ça. Et donc c'est un jeu de cartes et c'est en noir et blanc. Alors moi j'ai toujours une petite tendresse pour les designs en noir et blanc. Je trouve que ça, paradoxalement, ça ouvre beaucoup plus de possibilités pour des designs un peu originaux que la couleur. Et là c'est le cas, le design est super original. Enfin, original oui et non, c'est-à-dire que le design des personnages sont plutôt classiques, hein, c'est des petits chats, des lapins, des biches, des choses comme ça, mais c'est un peu twisté, transformé en sale créature zombie. Et du coup, il va falloir invoquer tout ça et faire des points. Voilà, c'est pas un gros jeu, hein, c'est un tout petit jeu. Mais en tout cas, il a plutôt de la gueule, ce jeu. Alors, il a plutôt de la gueule. C'est juste que j'ai un petit souci, moi, au niveau du trait. Alors, autant j'aime bien le design, l'ambiance générale, je te rejoins sur le côté noir et blanc. Mais j'ai un peu quand même l'impression que le résultat final fait encore un peu version de travail, où tout n'a pas encore été cleané, que le trait est pas complètement figé, etc. Et je trouve que sur certains designs, ça aurait mérité d'être peut-être un peu moins fouillis et un peu plus... partir sur un style un peu plus définitif. Mais bon, voilà, ce n'est que mon humble avis. 8e place, c'est Kinfire Chronicles, Nightfall. 215 000 €, 1650 contributeurs. Il reste 10 jours avant la fin de la campagne. Là, c'est du jeu narratif d'aventure. Alors, je trouve que ce qui est un peu original, c'est qu'on n'est pas dans de l'heroic fantasy pur et dur. On est presque dans ça flirte un peu avec la Renaissance, je trouve. Et donc, ça change un peu. Après, c'est encore beaucoup de cartes. Il montre la boîte qui se déplie avec toutes les cartes. Je crois qu'il y a plus de 1000 cartes dans le jeu. Alors, c'est une belle boîte, hein. Il n'y a pas de problème. Ça a l'air d'être très bien pensé. Mais, encore une fois... nos camarades qui ne savent pas trop lire l'anglais, ça va être très problématique parce qu'il y a du texte forcément. Ouais, après, le jeu, j'aime bien le design, j'aime bien l'ambiance aussi, etc.
Mais vraiment, le premier truc que je me suis dit en ouvrant la page, c'est « Oh, Gloomhaven !» Vraiment. Ouais. C'est-à-dire que on est un peu... Alors oui, il y a un côté peut-être un peu plus narratif, avec des cartes, etc. Mais finalement, quelque chose sur lequel Gloomhaven était un peu revenu, parce que le côté matos, pléthorique comme ça, c'était pas forcément très ergonomique. De voir le travail qu'ils avaient fait avec Jaws of the Lion, qui revenait un petit peu sur du livre, etc. Pas forcément par un système de cartes qui était pas évident, etc. Et là, j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit bond en arrière de ce côté-là, avec effectivement, t'explores la ville, tu vas chercher la carte Intel, machin, etc. Bon, je trouve que, en fait, finalement, les jeux qui ont créé ça, ils en sont déjà un petit peu revenus, et j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit train de retard sur l'ambiance générale. Ça veut rien dire sur la qualité du jeu, mais par contre, en termes d'ergonomie pure, ça fait un peu usine à je gaz. pense que, ouais, c'est peut-être un petit peu dépassé. Bon, en tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletopia. Et voilà, on est dans le monde d'Atios. C'est un monde fantastique. Et nous sommes des Seekers. Voilà, c'est le nom des aventuriers dans ce jeu. 7ème place, on passe à Lying Pirates. Alors, on entre dans un petit tunnel de pirates. Lying Pirates, il en est à 160 000 €, 1972 contributeurs. Et il reste une vingtaine de jours avant la fin de la campagne. Alors là, on est dans du... On croit que c'est un tout petit jeu. En fait, je pense que c'est pas un si petit jeu que ça, parce qu'ils insistent beaucoup sur la mise en place qui est très rapide. Je pense qu'elle l'est. Et c'est vrai que le matériel est assez minimaliste pour en fait le thème, puisque c'est quand même une exploration de pirates. Vous allez pouvoir explorer, combattre des monstres, trouver des trésors. Il y a une deuxième phase du jeu où c'est une espèce de duel entre les joueurs. Hein. C'est-à-dire que vous stuffez et puis il y a un combat final. En fait, c'est un peu ça l'idée. Mais je trouve le design vachement intéressant parce qu'il y a une fausse simplicité. Vous avez un plateau avec des cartes autour qui sont un peu le parcours, le voyage que vous pouvez changer pour de la rejouabilité. Et je trouve que le design est très homogène, très bien pensé. Et ça se voit qu'ils ont vraiment réfléchi à comment mettre en place un jeu vite, mais avec de la profondeur. Après, il faut tester le jeu. Mais je trouve que ce jeu est bien beau, malgré sa fausse simplicité sur la table. Je suis on ne peut plus d'accord. En plus, j'aime bien cette idée de... c'est quand même un jeu de bluff. Donc, les mécaniques de déplacement, etc., d'interaction avec les adversaires... Il y a beaucoup d'interactions, apparemment. C'est un jeu d'enfoiré. Ah, c'est pas... Mais pour le coup, je trouve que le thème est bien respecté. En plus, là, on en avait parlé la dernière fois d'un jeu pareil, qui se passait un peu dans l'univers de la piraterie, qui reprenait un peu ce style de carte, mais qui finalement n'en était pas très lisible. Là, je trouve qu'il y a cette petite intelligence de rajouter de la couleur pile là où il faut. Tout à fait. Rajouter en lisibilité. Ce système de plateau magnétique avec les casques qui peuvent changer et qui du coup fait qu'aucune partie ne se ressemble réellement, quand bien même les mécaniques sont à peu près les mêmes. Je trouve que effectivement on est dans un thème qui est bien exploité. Le jeu est beau, vraiment, pour le coup. Je trouve que c'est un jeu qui a un très très beau design. Et puis quoi de mieux que de se faire des coups en traître en étant un pirate. On passe à la 6ème position avec un autre jeu de pirates. Donc on peut pas s'empêcher de faire les comparaisons, évidemment. Sea of Legends, Vengeance of the Empires. Alors c'est une extension, c'est un jeu qui existe déjà. C'est un gros jeu d'aventure de pirates. Et là vous avez 2 nouvelles extensions qui coûtent un peu bonbon d'ailleurs. 76 € l'extension. C'est quand même pas mal. Bon, c'est quand même des grosses boîtes, beaucoup de figurines. Mais bon, quand même, quoi. Surtout aujourd'hui, quand on est dans un modèle économique qui est assez compliqué, qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui ont trouvé cette espèce de parallèle entre version deluxe et version, on va dire, simplifiée, pour pouvoir proposer 2 gammes de prix différentes. Sincèrement, le jeu il le permettait totalement. Une version plastique, une version standees, c'était pas la mer à boire. C'est le cas de le dire. Mais bon, là, c'est ça. Là, t'as l'impression qu'il faut avoir coulé 3 galions espagnols pour pouvoir t'offrir le jeu. C'est quand même compliqué. Ouais, c'est quand même 224 € pour avoir le jeu de base et les 2 extensions. C'est quand même... Alors, c'est très beau, Bon, voilà. Après, je pense que le jeu a... Enfin, t'as beaucoup d'heures de jeu. C'est quand même beaucoup d'aventures. Et c'est open world. C'est un jeu bac à sable. C'est open world. Ouais. Et ça, moi, ça me titille toujours. Surtout dans le monde de la piraterie, ça se prête vraiment à ce genre de jeu, quoi. Je trouve que hormis le bestiaire et on va dire un peu le design général, j'ai regardé un peu les mécaniques de gameplay, etc. Et je vois pas trop, pour le coup, le thème de la piraterie, je le vois pas trop exploité en fait. Peut-être du fait qu'on soit dans du pur coop et côté un peu narratif, mais pour moi finalement ça aurait pu être, c'est juste de l'exploration avec des bateaux. Et pour le coup, le jeu précédent est certes moins ambitieux, peut-être propose moins de choses, mais en termes juste de comment adapter le thème aux mécaniques, pour moi répond un peu plus
que celui-ci, par exemple. C'est vrai. Par contre, si tu es joueur solo, Sea of Legends, évidemment, est beaucoup plus adapté. Hein. D'ailleurs, je me demande si le jeu, il est pas... Parce qu'il communique vachement sur le solo. Hein. Ouais. Vraiment, beaucoup plus que ce qu'on peut voir d'accoutumé sur ce genre de page. Donc je me demande si effectivement le jeu n'est pas effectivement beaucoup mieux en solo, ou en tout cas s'il n'a pas été vraiment pensé de cette manière-là. Alors peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà Sea of Legends, parce que c'est un jeu qui est déjà sorti, là c'est des extensions. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que ça vaut, si vous l'avez essayé, et si vous allez prendre ces extensions, si vous en voulez encore. Donc il y en a à 227 000 euros, 2054 contributeurs, je sais pas si je l'ai dit, je m'en souviens plus, mais je le redis. 5e position, alors là on change complètement de style, pas forcément de genre de jeu, mais en tout cas de style, c'est Nanolith Cyberpunk RPG Board Game. C'est un jeu narratif dans un univers cyberpunk, donc forcément avec une couverture bleu et rose, puisqu'on peut pas faire un jeu de cyberpunk sans foutre du bleu néon et du rose violacé. Là on y est. Hein. C'est un jeu narratif alors avec des bouquins, place tes figurines. C'est un peu la nouvelle solution pour les jeux narratifs, justement on en parlait hein, avec un des jeux précédents, il y avait beaucoup de cartes Kinfire je crois. Là ils ont choisi une solution plus moderne qui est le gros bouquin à spirale où tu mets directement tes figurines dessus et je trouve que ça marche très bien. Il y avait Histoire de Peluche qui fonctionne comme ça et ça marche très très bien. Donc là vous allez incarner un personnage évidemment qui est dans la ville. Alors attends, c'est super pas original comment ils ont appelé leur ville, c'est Neo Eden. Pardon, je peux pas empêcher de soupirer. En fait, je vais crever l'abcès, je coupe ton intro, mais c'est nul quoi. Enfin vraiment, ce jeu pour moi c'est tout ce que je déteste quoi. C'est pas intéressant en termes de mécanique, c'est pas intéressant même de dire. Enfin, je veux dire, tu veux dire, tiens, j'ai envie de faire un jeu très cliché sur le cyberpunk. Bah voilà. Et tous les jeux qui sont sur ce thème-là de ces 6 derniers mois, c'est ça. C'est du néon, comme tu le disais, c'est du néo machin truc muche en mode full Japan, weeb, tout ce que tu veux. Et pourtant, c'est des univers qui me parlent en plus. C'est ça qui m'énerve là-dedans. C'est que voilà, c'est bien, mais je veux dire, limiter le cyberpunk à ça, je trouve ça tellement triste. C'est un genre qui est tellement vaste et qui est tellement sous-exploité. Je trouve ça hallucinant, quoi. Déjà, je trouve ça hallucinant que dans ce genre de jeu, alors que vous connaissez mon aversion pour les applications, mais qu'il n'y ait pas joué sur le côté transmédia, jeu de plateau, application, avec des parallèles un peu chelous. C'est un comble un peu un jeu cyberpunk. Je veux dire, pour moi, c'est le B à bas, quoi. Et non, on va faire du jeu, vous entrez dans des métacorporations avec vos katanas de ninja du futur. Et il y a une histoire de nanolith aussi. Hein, voilà, de particules. Mais c'est vraiment pas clair sur la page, ils expliquent pas vraiment ce que c'est. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Il y a aussi un mode arène. Hein. Si tu as la flemme de lire les cartes, de chercher la carte au mode narratif, tu peux juste faire des bastons avec tes fameux, comment t'appelais ça, les boomerangs japonais. Les ninjas du futur. Les ninjas du futur. Donc voilà, bon écoute, je crois qu'il a été repeint pour la semaine celui-là. En tout cas, il est quand même 5e, hein. Il en est à 175 000 euros, 2073 contributeurs, ça s'arrête en début de semaine prochaine. Donc il va pas, il va peut-être atteindre les 200 000 euros, hein, dans les conditions actuelles, pas si mal. Et il paye la TVA pour nous, formidable. 4e place, c'est arrivé là cette semaine, c'est une nouveauté, c'est Legacy of You, 162 000 euros, 2459 contributeurs, campagne courte puisque il s'en va dans moins d'une semaine. Là on est dans... C'est la Chine ou le Japon ? La Chine féodale. Chine féodale. Et vous allez devoir construire un canal. Il va falloir mettre 6 tuiles de canal avant que, je crois qu'il y a une espèce de déluge qui va arriver. Donc c'est un peu une course, hein, ce jeu. Mais en même temps, c'est du placement d'ouvriers. Parce que vous avez du placement d'ouvriers, vous avez de la gestion de ressources, et vous avez en plus du narratif. Parce que vous avez un petit bouquin d'histoire à côté qui va changer selon vos actions.
et ça va influencer sur le jeu. Donc c'est une espèce de mélange, on va dire, de beaucoup de styles de jeu. Et donc faut voir, est-ce que ça marche ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas c'est assez ambitieux. En fait, moi ce que j'aime bien dans ce... justement, on parlait tout à l'heure du manque d'originalité, là je trouve que c'est un peu tout l'inverse. C'est vrai qu'en termes de jeu solo, déjà avoir un côté un peu gestion dans un jeu solo, c'est relativement rare. Pareil, côté... Côté Chine féodale, avec un peu côté gestion, etc., on le retrouve de plus en plus ces derniers temps, mais peut-être pas forcément de cette manière-là. Et surtout, traiter ce sujet sous forme de campagne, sur plusieurs parties, avec... C'est ça, c'est marrant, hein. Un jeu de placement d'ouvriers en campagne, c'est très très rare. Et en solo, en plus. Et c'est un jeu exclusivement solo, hein. Donc non, c'est un projet assez ambitieux, on va dire même couillu, hein. Et ça marche, hein, tu vois, ça marche. Mais en même temps, voilà... L'insert, il a l'air bien fichu. Je trouve que les ambitions du jeu sont sympas, sachant qu'à côté de ça, il n'y a pas d'allitération de matériel pour le coup, ce qui rajoute un petit peu quand même de rejouabilité. Puis en plus, la manière dont les cartes vont arriver vont faire que vous n'allez pas être confronté au même problème au même moment selon vos parties. Donc non, intéressant pour le coup. Et oui, et il y a une VF en plus. Ça va être localisé par Pixie Games, donc ça va peut-être sortir en boutique, mais peut-être avec moins de matos dedans. Vous connaissez l'histoire, hein. Avant de passer aux 3 premiers du classement, on va aller sur des nouveautés, plus ou moins des nouveautés, parce que comme on était absent un mois, on a un peu pris ce qui nous intéressait. On n'a pas pris les trucs trop vieux, mais voilà, il n'y a peut-être pas forcément des nouveautés de la semaine pile. Je vais commencer, aller par Kickstarter. Alors moi j'ai que du Kickstarter. Rivet Wars Reloaded. Donc c'est un wargame avec un look très cartoon. C'est un ancien jeu de Cool Mini or Not qui a été remaké par Steamforged Games, donc un autre gros poids lourd du jeu, enfin moins poids lourd que Cool Mini or Not, ils sont pas cotés en bourse eux, mais c'est quand même un gros éditeur. Et donc voilà, donc c'est un wargame où des factions se foutent sur la tronche. Ça fait très, alors eux ils appellent ça du diesel punk, moi j'appelle ça du rétro futur, hein. Vous avez un look un petit peu à la Sight, sauf que là c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu version cartoon, donc ça se prend pas super au sérieux, mais je pense que c'est quand même un jeu très tactique, qui doit être assez rapide, mais ça me rappelle un peu Chicken Wars, ce wargame avec les poules. Parce que tu peux aussi foutre des petits bonhommes sur les chars, enfin tu peux un peu customiser les figurines en cours de route, et voilà, et puis il y a un petit côté humoristique dedans qui est sympathique. Alors le seul problème c'est que c'est très très cher, vraiment très cher. La boîte de base 150 €. Ouais, mais tu les sens un peu pénalisés d'ailleurs, à côté du prix d'entrée sur le jeu, quoi. Il en a 1000 contributeurs, donc c'est vrai que, comme tu disais, il est un peu pénalisé parce que je pense que, surtout dans la conjoncture actuelle, quand tu as payé ta bouffe et ton essence, ton gaz et ton électricité, je sais pas s'il te reste 150 balles pour acheter un wargame cartoon, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux enchaîner? Oui, et moi je vais enchaîner sur quelque chose qui vous est permis dans ce monde fin d'abondance. Et jet ski. C'est Almost Innocent, donc du coup qui a un prix d'entrée beaucoup plus intéressant puisqu'il est proposé à 30 $. C'est un petit jeu un peu de déduction en rôle caché qui se passe dans le monde de Hidden Leaders. On reconnaît tout de suite. C'est sorti en boutique il y a quelques mois. Voilà, donc je pense qu'il y aura probablement une sortie en boutique. Ce sera localisé par Matago, qui une fois de plus ne nous propose pas de page en français. Voilà, peut-être que sur leur site, on n'en sait rien, il reste un petit peu de temps, on verra bien. Mais voilà, l'idée c'est que chaque scénario va faire que nous allons être dans un monde où il faut trouver des coupables et où nous allons être accusés. Et donc du coup, par le biais de déduction et de rôle caché, vous allez devoir travailler conjointement avec vos camarades pour réussir à prouver votre quasi-innocence. Voilà, c'est comme ça que c'est quasiment l'inverse de Hidden Leaders, hein, qui est un jeu à rôle caché, très compétitif. Et par contre, il y a toujours des superbes illustrations de Satoshi Matsuura. J'aime beaucoup de design des personnages. Alors moi j'enchaîne avec quoi? J'enchaîne avec Dawn of Elos, A Role Player Tale, qu'on est à 1000 contributeurs. Ça marche pas mal quand même, hein, Kickstarter, hein, malgré un peu le contexte morose. Il y a quand même pas mal de jeux qui passent les 1000 contributeurs. Alors là, j'aime beaucoup la thématique parce que tu incarnes des dieux. Et moi, quand j'étais jeune adolescent, il y avait un jeu vidéo, je ne sais pas si tu en as entendu parler, toi qui es plus jeune, qui s'appelait Populous. Évidemment. Et où tu jouais des dieux et tu façonnais un peu des pays entiers. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes dans un monde qui existe déjà. C'est un peu comme le jeu d'avant.
Vous êtes dans le monde de Role Player, qui est un jeu de dés qui a eu plusieurs extensions, et surtout de Cartographeur. Et Cartographeur, je pense que tout le monde le connaît parce que c'est sorti en boutique, c'était un roll and write et qui a eu pas mal de succès. Et voilà, et donc c'est dans ce même univers, donc c'est le même éditeur, et cette fois vous incarnez des dieux, vous allez mettre des paysages dans vos régions, et surtout jouer avec les factions qui s'y trouvent. Et ça, je trouve ça intéressant parce que tu fais aussi tu fais faire un peu de l'ethnologie. Ouais. Mais ils sont vraiment super bien, Thunder Game Thunderwork Game pour ce genre de projet, parce qu'en plus, tous les jeux, en plus de se passer dans le même univers, peuvent plus ou moins s'emboîter, parce que Roleplayer proposait des classes qu'on pouvait remettre dans Cartographeur et vice-versa, enfin bref. Et tout ça avec, moins connu parce que pas sorti en France je crois, un dungeon crawler et un jeu de rôle qui se passe dans cet univers-là. Et en fait l'idée c'est que en gros au fur et à mesure de tes parties, tu modules ton propre monde, tu fais tes cartes dans Cartographeur, là tu vas créer carrément ton univers avec les différentes factions qui l'occupent dans ce jeu-là, tu vas pouvoir créer ton personnage dans Roleplayer, et tout ça dans l'objectif derrière de faire des parties de jeux de rôle. Et je trouve que c'est vraiment bien pensé, tout ce côté conjoint qui n'est pas unique. Voilà, qui n'est pas uniquement factice en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Ouais, puis alors moi le côté je façonne moi-même mon monde, moi j'ai toujours adoré ça. En tant que joueur architecte, ça me parle. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletopia et Tabletop Simulator. Et moi, je l'ai déjà pris sur Tabletop Simulator. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, mais je pense que je vais un peu regarder ça de plus près. Je te laisse enchaîner si tu as quelque chose. Oui, on peut en parler tous les deux, parce que c'était dans nos listes conjointes, toujours sur Kickstarter. Il s'agit de Elric Rise of the Young Kingdoms, qui est un jeu français. Qui tente sa chance une nouvelle fois. Une nouvelle fois, malheureusement. Oui, c'est vrai que c'était un projet qui s'était arrêté. Il y a 2 campagnes conjointes, à la fois sur Ulule et sur Kickstarter. Ouais, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, ils cumulent les deux. Après, peut-être que comme c'est un jeu français, ils avaient envie aussi de faire travailler une plateforme française. La plateforme française, oui, non, pour le coup, ce serait pas inintéressant. Oui, non, je sais pas, ça me choque pas outre mesure, hein, mais je sais pas si ça les sert ou ça les dessert. J'en sais rien. Je pense malheureusement, alors sur le point de vue moral, ça les sert, mais je pense que sur le point de vue économique, c'est pas forcément la meilleure stratégie, parce qu'en plus ça veut dire qu'il faut gérer les deux campagnes de manière conjointe. Bon, c'est pas encore un grand succès, hein. Le jeu va bientôt être financé, il ne l'est pas encore tout à fait, mais il le sera bientôt. Mais c'est juste qu'effectivement, il perd en visibilité, en fait, le fait d'être sur ces 2 pages. Alors qu'il aurait peut-être mieux valu faire une page Kickstarter avec un lien qui renvoie sur une page française qui te permet d'avoir la traduction en direct, quoi. Il y en a 265 contributeurs, hein, ce qui est un peu light. Vous allez essayer de conquérir une ville assez emblématique du monde d'Elric, qui s'appelle Imrir. Elric, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un des piliers de la littérature d'Heroic Fantasy, hein. C'est une espèce de super guerrier, mais en même temps très torturé, et qui a une épée légendaire qui s'appelle Stormbringer. Donc voilà, on est un peu dans ce monde et dans cette ville, et Elric a été exilé, s'est fait prendre le trône par son propre frère, il me semble, de mémoire. J'en ai plus beaucoup. Et donc là, vous allez essayer de reconquérir cette cité. Et donc c'est pour ça que vous avez ces plateaux un peu de différents niveaux. Il y a plusieurs grosses tuiles, et chaque tuile correspond à un quartier de la ville. Et c'est une ville, comme souvent dans l'Heroic Fantasy, qui est un peu tout en hauteur, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il y a des plateaux de différents niveaux. Donc il va falloir faire des alliances, se battre, prendre des trucs, quartier par quartier, invoquer des monstres. Et voilà, donc bon, je n'ai pas essayé le jeu, donc je ne peux pas, je peux pas juger. Moi, c'est le côté un petit peu, je sais pas, je trouve que ça fait un peu bordélique sur la table, quoi. Je trouve que ça manque un peu d'homogénéité. Et finalement, est-ce que c'est super original ? J'en sais rien, je sais pas. Ça se trouve c'est super, hein. Donc je m'avance pas, il faudrait que j'essaye le jeu. Je te rejoins un petit peu, c'est vrai que... Mais en fait, c'est un peu à l'image de cette page Kickstarter en double campagne, c'est que ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu fouillis, et on a un peu du mal à faire confiance à ce genre de projet, parce qu'on a un peu l'impression, à vouloir trop en faire, qu'il va un peu se disperser. C'était un petit peu ce qui avait freiné la première campagne. Bon, la page est quand même nettement plus claire, et là je pense que ce sera financé, mais c'est pareil, le financement, on se dit, vu l'ambition du jeu, c'est pas en atteignant ce premier palier que le jeu sera vraiment complet, et j'ai un petit peu peur qu'à la longue on se retrouve avec un jeu qui
ne soit pas qui n'était pas prévu, dire, qui soit pas complètement optimisé. Bon, après il reste encore 21 jours, mais bon, 265 contributeurs, ça reste relativement peu. On sait que c'est difficile de retourner un peu le destin sur Kickstarter, parce que tu as des nouveautés, surtout là à la rentrée, je pense qu'il va y avoir des gros trucs. Donc ça va être difficile. Bon, après, on espère que ils vont remonter un peu la pente. Tu regardes la page, t'es pas hyper convaincu, quoi. Tu te dis ouais. Après, est-ce que le jeu est mouais ou c'est juste que la présentation est mouais et que le jeu est super? J'en sais rien. On va passer... Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que moi j'ai fini... Ah non, il y a Magical Friends sur Kickstarter, qui est aussi un relancement parce que il avait pas super bien démarré, c'était il y a quelques mois. Bon, c'est pas génial non plus, il en est à 17 000 €, 255 contributeurs. Après, c'est pareil, il reste 20 jours, donc il peut peut-être renverser la tendance. On en avait déjà parlé, c'est un jeu dans lequel on joue des magiciens en compétition les uns contre les autres, et notre but est de revenir dans... une espèce de festival de c'est qui le meilleur magicien, et il faut un peu écumer la région et invoquer des animaux fantastiques et qui nous suivent également, donc ça a posé des problèmes, il faut les gérer, et puis évidemment vous pouvez faire des crasses à vos adversaires, donc je trouve que l'idée est plutôt rigolote. Après le problème c'est que c'est quand même un look de jeu allemand, et pour cause c'est un jeu allemand c'est pas très beau, quoi. Enfin, t'as l'impression de... Tu vois, les cartes, là, avec les animaux et les héros, t'as l'impression de voir des cartes cadeaux de stations de service Esso des années 80, quoi, tu vois. Donc, c'est un petit peu embêtant, quoi. Donc, voilà, c'est dommage que le système ait l'air rigolo, mais c'est... Moi, ça m'excite pas plus que ça, quoi. Allez, troisième position, c'est The Fox Experiment, 210 000 €, 2630, ça monte, 34 contributeurs, il reste 21 jours, c'est un vrai succès. Et pourquoi c'est un vrai succès? Entre autres parce que c'est un jeu de Elizabeth Hargrave, qui est l'auteur de Wingspan, qui est devenu un classique maintenant. Du jeu de collection. Donc là, elle revient avec un jeu sur l'élevage de renards et surtout sur la domestication du renard. C'est pour ça que ça s'appelle The Fox Experiment, parce que vous êtes des chercheurs et vous allez tâcher de domestiquer le renard comme l'homme a domestiqué le chien il y a longtemps. Donc il va falloir faire des croisements, des hybridations, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs, toute une mécanique, et de génération de renard en génération de renard, il va falloir qu'il soit le plus possible domestiqué. Donc c'est très étonnant comme thématique, je trouve. Mais pourquoi pas. Après, c'est marrant parce qu'il y a un énorme message à la fin de la page qui indique que on n'est pas méchant avec les animaux, on adore les animaux, regardez, on a donné à telle association, et que c'est pas du tout un jeu qui vise à promouvoir ce genre de exactement, pratique. parce que c'est pas des expériences de laboratoire dans le jeu, vous bousillez pas des renards pour... Voilà, ce sont des croisements naturels, on va dire. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que c'est clivant comme thématique. Ouais, non, mais bon, moins que la gestion des abattoirs qu'on avait pu voir il y a quelques temps, mais du Texan. Oui, mais c'est vrai que bon, là, je trouve que c'était pas inintéressant de faire cette petite disclaimer à la fin de la page. Ouais. Bon, en tout cas, ça gêne pas les joueurs, parce qu'il est en troisième position de ce classement cette semaine, et ça marche très bien. Deuxième place, alors ça c'est très étonnant, c'est Trailblazers, 212 000 €, 3507 contributeurs, dernière semaine. C'est un petit jeu de voyage, enfin petit. Il y a deux versions. Tu as le jeu de voyage vraiment, qui est la version light du jeu, qui est dans un petit pochon que tu peux accrocher à ton sac à dos. Et tu as la version classique qui est dans une boîte. Voilà. Et c'est un jeu de puzzle dans lequel vous vous baladez. Thématique très à la mode, on en a vu pas mal ces derniers temps, depuis un an et demi. Donc vous avez 3 sortes de balades, en vélo, en kayak et à pied. Et donc il va falloir poser vos chemins petit à petit et collecter les points par mille et une façons. Et avec des cartes waterproof, ils en sont très fiers. C'est le premier truc qu'ils disent, on a des cartes waterproof. Ils foutent une espèce de gifle avec la carte, et puis ils foutent un seau d'eau dessus, et puis la carte elle bouge pas. Et on se dit, ouais, super, des cartes waterproof. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On va pas jouer dans une rivière au jeu, tu vois. Donc bon, voilà, c'est marrant. Le graphisme est très très simple. Mais après, bon, voilà, comme c'est l'ambition aussi d'un jeu qui s'installe, qui se joue facilement, etc., c'est peut-être pas plus mal d'être parti sur quelque chose de plus soft. D'ailleurs, c'est assez drôle parce
parce que bon, hormis si on met de côté la version Deluxe qui forcément fait toujours de l'œil aux joueurs, si on compare les deux versions des jeux, enfin, le nombre de contributeurs pour chacune des versions, on voit que c'est la version de Voyage qui, pour l'instant, a un petit peu plus de succès que la version standard. Bah oui, c'est logique. Ce qui est plutôt intéressant. C'est là-dessus qu'ils vendent le jeu, hein. Un jeu de voyage. Bien sûr, mais voilà. Mais du coup, bon, après ça reste les Deluxe avec tous les petits composants, les machins, etc. Donc, ouais. Mais bon, c'est rigolo de voir effectivement que voilà, cette petite version l'emporte. Je pense que c'est pour qu'ils puissent tout jouer dans leur piscine avec les cartes waterproof. Ouais, c'est ça. Allez, premier du classement de Kick Parade cette semaine, c'est Merchants Cove Mastercraft. Donc c'est la baie des marchands en français. Et vous dites, ah bah oui, la baie des marchands, évidemment, c'est sorti en boutique et ça a été un gros carton. La baie des marchands, c'est le titre, explique formidablement bien le gameplay. Vous êtes des marchands, il y a une baie, vous faites du trafic de marchandises, enfin du trafic, vous faites du commerce de marchandises et il va falloir que chacun tire son épingle du jeu. Alors le grand coup de génie, moi je trouve, hein, de ce jeu, c'est que selon le marchand que vous jouez, ça ne se joue pas du tout pareil. Vous avez un plateau personnel avec un mini-jeu dessus pour collecter vos ressources, pour les gérer, et ça change totalement selon votre personnage. Et ça, c'est vraiment c'est un coup de génie. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que c'est très original. T'as envie de tout essayer, forcément, t'as envie de rejouer. Et puis deuxièmement, pour les extensions, mon ami, oui, tu trouves des nouveaux commerçants, et puis tu trouves des nouveaux mini-jeux qui vont avec, et t'as juste envie de les prendre parce que c'est nouveau, quoi, tu vois. C'est pas une redite ou un petit bout de machin qu'ils ajoutent. C'est vraiment un nouveau mini-jeu dedans, quoi. Et donc, je trouve que c'est vraiment super bien pensé. Enfin, c'est un petit coup de génie, je trouve. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a le cultivateur de champignons, il y a un détective, il y a un plongeur chercheur de trésors, il y a un pâtissier, et il y a un designer de jeu, j'ai bien aimé le clin d'œil. Et il y a un nouveau plateau qui se colle en dessous de l'autre, qui est le Faction Festival. Donc, il va vous permettre de nouvelles actions. C'est une espèce de course que vous allez faire avec les autres joueurs. Et il y a une méga box. Parce que évidemment, forcément... La Big Box. Et ouais, bah oui, ça c'est un peu le revers de la médaille de cette invention-là de mini-jeux par personnage, c'est que forcément, tu as des plateaux pour chaque truc, et ça prend pas mal de place. Donc ils ont fait une méga box pour ce Mastercraft, donc cette extension de la baie des marchands. Et il y a une VF, ça sortira en boutique, hein. Ça c'est sûr. Donc c'est à vous de voir. Après il y a certainement pas mal. Enfin d'ailleurs c'est marqué sur la page. Vous avez tout un paquet de cartes qui sont exclusives à Kickstarter. Et ils n'ont pas tout dévoilé, hein. Ils ont dit qu'il y allait y avoir d'autres surprises pendant la campagne. Et vu comment ça marche à 343 000 €, 4100 contributeurs et il reste 19 jours, je pense qu'il va y avoir d'autres trucs dans la boîte. Bon, après vous payez la TVA. À vous de voir si ça vaut le coup de payer plus le shipping pour avoir tout un tas de petits trucs que vous n'aurez pas dans la version boutique. Voilà. Par contre, il y a une VF. Voilà. Non, mais c'est un jeu qui propose vraiment... voilà, si vous aimez un peu ce genre de jeu de gestion, là, vous allez être servi. Enfin, là, c'est presque le jeu d'une vie, hein, avec ce genre de composants. Voilà, vous avez ça, vous n'avez plus besoin d'acheter d'autres jeux dans le même genre. Et puis, en vrai... L'avantage, comme on va pas se mentir, de ces jeux un peu asymétriques où chacun a sa propre manière de jouer, etc., c'est tellement plus simple de tricher. Vraiment, c'est incroyable. Parce que personne ne sait comment vous jouez. Vous pouvez juste dire à la fin, non, mais moi, en fait, voilà, j'ai fait ça, du coup, j'ai 250 points de victoire. Bon, personne ne peut vérifier. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais non, mais ami tricheur, voilà. On est des gens honnêtes dans le jeu de plateau. Pas comme les joueurs de jeux vidéo, là. Ils cheat. Bon voilà, écoutez, on a fait le tour de notre sélection nouveautés, des 10 plus gros succès sur les sites de participation. Merci de nous avoir suivis. Et puis comme on vous disait au début, on se retrouve désormais tous les samedis soirs pour le Kick Parade. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant si vous découvrez cette émission et que vous voulez en voir d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à commenter qu'est-ce qui vous plaît cette semaine sur Kickstarter et GameFound et autres. Qu'est-ce que vous allez backer, qu'est-ce que vous avez backé, etc. Merci Swan, à la prochaine. Merci Erwan, voilà, on est reparti pour une nouvelle saison. Écoute, j'espère bien. On se dit à samedi prochain. Ça marche, ciao ciao.